Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 23 juillet. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vendredi soir, 18h. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances ou vous allez l'être. Il vous reste que quelques heures à tirer. Pour ceux qui sont au travail, en dur labeur, évidemment, bon courage à vous toutes et vous tous. Merci de me suivre ce soir, de vous joindre à moi dans ce périple de connaissances sportives diverses et variées. Très, très, très flatté, très honoré. Ça y est, mesdames et messieurs, c'est parti, c'est y part. Les jeux ont commencé. Cérémonie d'ouverture aujourd'hui. On a eu déjà quelques épreuves avec déjà une belle découverte du française, faut-il le souligner. La FFL s'est régalée, nous aussi. Évidemment, je parle de ce palpitant France-Mexique. Grosse affiche, gros fiasco déjà. Des fiascos, il y en aura d'autres. L'actualité ne se limite pas qu'à cet événement qui se déroule chez nos amis japonais. On embrasse évidemment Hello Werin, merci d'être là, habituel et habitué de ce stream. Yo Bast, yo El Gringo, je sais qu'il est avec toi. Bonjour les enfants. Alors, sans plus tarder, évidemment, on va commencer avec le fil rouge de ces derniers lives. On va partir chez nos amis d'outre-Atlantique. Il y avait le Game 6, les enfants, la finale tant attendue. Milwaukee, Phoenix, les Bucks versus les Suns. Les Bucks devaient conclure chez eux. Et devinez quoi, mesdames et messieurs, it's official. The Bucks are NBA champions. Voilà, les Bucks qui ont fait le taf comme d'habitude. Ils étaient attendus, ils devaient conclure, ils avaient fait le break en allant gagner le match 5 du côté de Phoenix. On voulait voir cette victoire et on l'a eu. Le patron, encore une fois, faut-il le souligner, j'ai l'impression qu'on parle de lui vraiment à chaque live, c'est l'ami Giannis Antetokounmpo. Oh, petite ligne de stats, hein, si on regarde la box score. 50 points, bon, presque la moitié des points de son équipe. Pas fou le type, pas fou du tout. Non, encore une perf tout bonnement monstrueuse, avec des pourcentages un peu plus solides. 16 shoots rentrés sur 25 tentés. Lui qui est si souvent en difficulté avec ses lancers francs, clutchissime le type, regardez, 17 sur 19, peur de rien, 14 rebonds, une influence monstre autour de lui, les lieutenants, Chris Middleton qui a encore été monstrueux, solide comme un roc, Drew Holiday qui est passé à côté de son match avec un 4 sur 19, bien vilain, pas joli, mais honnêtement ça suffit. Petite victoire 105 à 98, ils ont fait l'essentiel. En face, Devin Booker qui s'est un tout petit peu troué, 8 sur 22, pas joli. 0 sur 7 à 3 points. Il a manqué de clutchitude, l'ami Devin, mais il a fait des playoffs tout simplement monstrueux. Difficile de lui en vouloir. Chris Paul, bon, qui a fait ce qu'il a pu. Il a remonté un peu sur ce dernier match. 26 points, que 5 passes, mais voilà, ça a été un petit peu léger. Les Suns qui, sur leurs 4 défaites, concèdent vraiment 3 matchs de toute justesse. Il y a de quoi s'en vouloir. Il y a de quoi s'en vouloir, et du coup, ben, ça nous donne cette image. L'ami Ganis, monstrueux, Chris Middleton, le lieutenant de luxe, Drew Holiday, Brook Lopez. Dans le lot, et j'espère ne pas me tromper, je crois qu'il est là, un Français champion, Axel Toupane, bien mérité, bien solide aussi pour le Toups. Donc voilà, petite fin de saison pour la NBA. Les trois joueurs qui étaient concernés par les finales vont pouvoir rejoindre Team USA, c'est-à-dire Drew Holiday, Devin Booker et Chris Middleton. Ils vont pouvoir rejoindre leurs camarades, à savoir s'ils seront rétablis pour le premier match de Team USA qui sera dimanche à 14h heure française contre les Bleus, euh, les Américains qui auront à cœur de laver l'affront suite à la défaite au mondiaux en quart de finale en 2019 face à une équipe de France qui avait été vaillante et redoutable. On sait, les Américains l'ont dit, ils ont ce match-là en travers de la gorge depuis 2 ans maintenant, et ils vont venir pour faire du sale. Donc, mesdames et messieurs, la saison de NBA est terminée. La saison de NHL aussi a été terminée depuis quelques semaines, et pourtant, la NHL a été en ébullition cette semaine puisqu'une toute nouvelle équipe
a officiellement été créé. Regardez. Regardez les maillots, les Seattle Kraken. The Kraken, hommage à la célèbre créature marine. Voilà, les Kraken de Seattle qui ont dévoilé leur logo officiellement, donc ce S avec un œil rouge. Je suis pas forcément fan du logo, on va pas se mentir. C'est la marque de Rome. Il pense qu'à boire celui-là. Je le reconnais bien là. Donc voilà, le logo est pas fou. La couleur des chandails, comme diraient nos amis québécois, j'aime bien les couleurs, assez sobres. Et donc les Kraken qui ont eu leur expansion draft, comme disaient les Américains. Donc l'expansion draft, c'est quoi? C'est en gros, tu pioches chez la concu les joueurs que tu veux. Ils ont eu, donc la NBA à l'heure actuelle, avant l'arrivée des Kraken, c'était 32 équipes. Ils ont eu le choix de 30 joueurs non protégés, un par équipe. En gros, pour faire court, chaque équipe présente dans la NHL pouvait protéger de mémoire, je crois, 8 joueurs. Euh, 8 joueurs par équipe, ou peut-être une dizaine, je crois d'ailleurs. 7 joueurs de champ plus. Non, 8 joueurs, 7 joueurs de champ plus un gardien, autant pour moi. Chaque équipe pouvait protéger 8 joueurs qui étaient intransférables, et hormis cela, Seattle pouvait prendre dans un joueur par équipe pour faire son équipe à elle, son roster. Donc un roster qui pouvait laisser présager de belles choses, tellement il y avait de joueurs intéressants à piocher, à concilier avec des considérations économiques, puisque dans les sports américains, il y a un plafond salarial à ne pas dépasser. Seattle a tenté un autre pari, c'est-à-dire prendre une équipe relativement, j'allais dire, sans être désobligeant ni vexant, relativement faible, assez jeune, très peu d'expérience, si ce n'est le futur capitaine Mark Giordano, le défenseur qui était jusqu'à maintenant du côté de Calgary. Une équipe relativement jeune, avec un certain potentiel, mais pas optimal à l'heure où l'on parle. Mais en choisissant cette option, il se laisse une grosse marge salariale pour négocier. On parle de 30 millions pour négocier et attirer d'autres joueurs libres en fin de contrat ou pour monter des transferts avec d'autres équipes pour attirer du beau monde. Donc c'est une stratégie sur le moyen voire long terme, c'est très intéressant. Ça change de l'approche de Las Vegas qui avait été dans la même situation il y a 3 ans, qui avait mis un roster très très lourd, qui avait été champion dès sa première apparition et dès sa première saison. Donc voilà, Seattle qui nous montre sa nouvelle équipe. J'ai donc choisi, évidemment, pour coller à l'actu, vous me connaissez, j'aime bien faire les choses propres. Derrière moi, regardez, 2 maillots de Seattle. On a les Seahawks en NFL et le maillot de Saint Gary Payton, meneur emblématique des Seattle Supersonics en NBA. Voilà, je me suis dit, quitte à choisir des maillots, autant coller à l'actu. Mon Lulu, très jolie créature marine de Wirin dans le chat. Bast, toi, t'es pas séduit par le maillot bleu foncé. Toi, t'es plus. Toi, je te connais, t'aimes Saint-Etienne, t'aurais voulu un maillot vert. Euh, Vilain. Quoi qu'il arrive, voilà. Petite. Par contre, toi, je suis d'accord. J'aime bien le blanc. Peut-être cette déclinaison de bleu, bleu clair, bleu ciel là qui est pas ouf ouf. Mais ils auraient pu faire pire. Il y a certains maillots en NHL qui sont pas fous. Après, on le sait, hein, la NHL, les équipes de la NHL qui ont tendance à sortir des maillots collector enfin, maillots édition limitée assez souvent. Donc peut-être qu'il y aura des maillots alternatifs qui vaudront le coup d'œil. On parle d'un maillot un petit peu sur une teinte bleu métallique, un peu à l'image de ce que San José fait. Je suis curieux de voir, ça peut être assez sympa. Donc voilà la petite actu de la NHL, à savoir que dans la nuit qui va arriver, donc la nuit du 23 au 24, il y aura la draft NHL où Seattle va drafter en deuxième. Donc ils vont avoir un très très jeune joueur à très très haut potentiel. Ça peut être aussi une base de fondation pour leur équipe. Et je suis encore une fois assez curieux de voir ce que ça va donner. On va, avant de basculer sur les JO, on va parler du fail, c'est Fubu l'équipementier. On applaudit la ref 2003 évidemment. Tu me donnes envie d'écouter le meilleur son de Willy Denzey ou du Fat Joe, toi-même tu sais, en jouant à Def Jam Fight for New York sur ma GameCube.
Évidemment, on va basculer sur le fail de la semaine. On va pas loin de chez nous, on va partir sur l'Allemagne. On va partir sur le club d'Hambourg, le HSV, club emblématique du football allemand qui est relégué depuis 2 saisons en deuxième division allemande, en Bundesliga 2, qui va commencer sa première journée de championnat ce soir contre Schalke 04. Pourquoi le fail de Hambourg? Ils y sont pour rien, les pauvres en plus. Ils ont reçu leur maillot extérieur fourni par leur équipementier, Adidas. Sauf que Adidas a fait le petit fail, ils ont mis en sponsor Fly Emirates, ça partait d'un bon sentiment, sauf que Fly Emirates n'est plus sous contrat avec Hambourg depuis milieu d'année dernière, depuis août 2020. Donc Orthomol, le nouveau sponsor, a été carrément zappé par Adidas, qui s'est foiré sur l'élaboration du maillot. Les maillots Fly Emirates, évidemment, pour d'évidentes raisons, ne sont pas utilisables non plus, puisqu'il n'y a plus de relation contractuelle. Donc jusqu'à la 5e journée, normalement, Hambourg ne pourra pas jouer avec ses maillots extérieurs, ce qui est un petit fail pour une boîte allemande comme Adidas. Voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil. Évidemment, rien de dramatique, ce ne sont que des maillots de foot, mais quand même, on va sans plus tarder passer sur ces débuts de Géo. Alors, je ne vais pas faire un point sur toutes les épreuves qui ont commencé. Il y a eu un petit peu d'aviron, il y a eu des tirs à l'arc, il y avait des Français qui sont mis un petit peu dedans pour lancer leur saison, enfin pour lancer leur JO. On va basculer sur le foot. Vous le savez, la France, pour la première fois depuis 25 ans, rejoint la scène des Jeux Olympiques. Petit clin d'œil sur l'équipe de 96. On en parlait avec Bast tout à l'heure au travail. Regardez-moi cette belle brochette. Lionel Letizy, Sylvain Legwinski, Oumar Dieng, Patrice Moreau, Robert Pires, la patte gauche folle du FC Metz, mesdames et messieurs. L'ami Robert, celui qui devait muscler son jeu, on ne le dira jamais assez. L'ami Robert, Claude Makelele, j'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Martin Djetou, si je ne dis pas de bêtises. Olivier Dacour, Vikash Dorasso, Vikash Cash, Jérôme Bonicel, Florian Maurice. Sur le banc, on avait aussi du Patoche Vieira, on avait du Tony Vérel, on avait du Sylvain Wiltord, entre autres. Autant vous dire que cette équipe était assez sale. Elle se fera sortir en quart de finale par les Portugais, ouais, avec feu la règle du but en or, sur un penalty en plus. T'as raison, Bast. Bobby, la famille, l'ami Bobby. Voilà. Donc, évidemment, c'était il y a 25 ans, c'était la dernière apparition d'une équipe de France aux Jeux Olympiques. L'équipe de France coachée à l'époque par l'imposteur le plus célèbre du football français, Raymond Domenech, qu'on embrasse évidemment pas du tout. L'équipe de France qui était attendue, on le sait, il y a eu le retour de Dédé Pierre Gignac, il y a du Florian Thauvin, du TJ Savanier, des jeunes qui sont relativement solides. La France qui a foiré son entame, hein, défaite 4-1 face au Mexique dans le groupe A. J'ai pas regardé les matchs parce que c'était pendant le travail, mais j'ai regardé quand même un résumé assez conséquent. Des largesses défensives flagrantes, inquiétantes, une animation offensive assez douteuse, Florian Thauvin qui était perdu sur le terrain. Autant vous dire que c'est pas la catastrophe, mais c'est pas rassurant du tout. Il reste, il reste quand même 2 journées pour redresser le tir. Mais attention, face à un Japon relativement solide dans son match face à l'Afrique du Sud, qui a largement dominé, même si le score ne le reflète pas forcément, puis surtout qui est à domicile, ça sera tout sauf facile d'aller les chercher. L'Afrique du Sud qui semble peut-être l'adversaire le plus abordable. La dernière fois qu'on a eu le Mexique et l'Afrique du Sud dans la même poule, c'était à un autre niveau, c'était la Coupe du Monde, c'était 2010, c'était une grève dans un bus. Un match assez houleux face au Mexique avec une célèbre discussion entre Anelka et Raymond Domenech dans les vestiaires. Et un match final contre l'Afrique du Sud où rien ne se passera comme prévu, on sortira la queue entre les jambes. Méfiance, cela dit. Dans les autres rencontres, le Brésil qui a fait le gros coup clairement de ce premier tour. Victoire 4-2 face à l'Allemagne avec un triplé de Richarlison, l'avant-centre de comment d'Everton. Voilà, c'est gros des Brésiliens. Le coup d'APG, j'espère pas parce que il a à cœur de se racheter quand même après un célèbre poteau en 2016 face au Portugal, mais c'est vrai que solidarité avec le
pas le seul continent qu'il considère comme histoire, mais quand même celui qu'il considère à très très haut niveau. Donc le Brésil qui s'est imposé face à l'Allemagne dans le groupe D, dans l'autre affiche du groupe, la Côte d'Ivoire qui s'est imposée contre l'Arabie Saoudite 2-1. Dans le groupe B, qui est peut-être pas le groupe le plus palpitant sur le papier, la Nouvelle-Zélande qui s'est imposée contre la Corée du Sud, la Roumanie qui s'est imposée contre le Honduras. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas suivi outre mesure ce groupe-là. Dans le groupe C, l'Argentine qui s'est fait surprendre par l'Australie. L'Argentine qui a été réduite à 10 assez rapidement, qui est passée à côté de son sujet. L'Espagne qui était favorite contre l'Égypte, avec un groupe où il y a quand même pas mal de joueurs qui sortent de l'Euro à l'heure où on parle. Il y a Pedri qui, du haut de ses 18 ans, on est déjà à 64 matchs cette saison. Il y a Oyarzabal, Unai Simon. Il y a quand même des cadres de la Jora qui sont alignés du côté de Tokyo. Et l'Espagne qui a légèrement dominé cette rencontre, mais qui n'a pas su concrétiser face à l'Égypte. Donc, il y a pas mal de favoris, on va dire, qui se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Bon, mention spéciale à la France qui est quand même passée à côté de son sujet contre le Mexique. Si on fait un petit récap des groupes, bon bah, groupe A, la France, qui aura à cœur de se racheter, il va falloir soigner cette vilaine différence de but. Dans le groupe B, la Nouvelle-Zélande et la Roumanie qui ont pris un très bon départ. Dans le groupe C, l'Espagne et l'Argentine qui devraient rebondir incessamment sous peu, mais peut-être pas de la place pour les deux. Et dans le groupe D, le Brésil qui a peut-être fait déjà, alors on parle, le plus dur pour sortir de ce groupe. Donc, je vais pas vous mentir, je suis assez enthousiaste à l'idée de voir ce que réservent ces prochaines journées. On va passer maintenant, vous le savez, c'est une tradition dans cette émission, sur l'anniversaire du 23 juillet. Regardez-moi ça, c'est tout beau. Et la baste, elle est pour toi, celle-là, gros. Elle est pour toi. En 1919, le 23 juillet, était fondée l'Amicale des employés de la Société des magasins Casino, sponsor historique de la SSE. Voilà, 14 ans plus tard, ça deviendra l'association sportive de Saint-Etienne qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors, même si c'est un club qui maintenant est assez souvent moqué parce qu'un petit peu dans le ventre mou du championnat, c'est un club iconique du football français, il ne faut pas l'oublier. 10 titres de champion de France, même si ça remonte maintenant à un peu plus de 40 ans. 6 Coupes de France qui paraît remonte un petit peu. Une finale de Ligue des Champions iconique pour le football français face au Bayern de Munich en 1976. Donc un club majeur du football français. Comment est votre blanquette? Elle est bonne, Ibarus. Et évidemment, la blanquette est toujours bonne à cette heure-là, bien qu'un peu tôt et un peu trop chaud pour manger une blanquette. Mais voilà, du coup, je voulais souhaiter un bon anniversaire à nos amis stéphanois qui fêtent leurs 102 ans d'existence officieuse sous leur ancien nom. Club iconique du football français, un stade iconique aussi, le Chaudron, Geoffroy Guichard, des joueurs de légende. Citons ça et là Robert Herbin, Jean-Michel Larquet. Pour les plus jeunes générations, Jérémy Janot, Jérôme Alonso, Aloisio, Alex. Bast, elle est pour toi, c'est là Kevin Monet-Paquet et Romain Amouma, évidemment. Voilà, des grands noms. J'en oublie forcément. Il y a Salif Keita, entre autres. Il y a eu du beau monde du côté de Saint-Etienne. Ça a été un club de Dominique Rocheteau. Club iconique des années 70, début 80. Club qui fait partie à part entière du gros patrimoine du football français, même si ses heures de gloire remontent un petit peu. Passons à 1972, bon dans le temps assez conséquent, quatrième Tour de France pour Eddy Merckx à cette époque. Le cannibale, surnom qui était assez classieux quand même. Euh, Bonus avec le classement par points, donc meilleur sprinter. Joueur peut-être le plus complet de l'histoire, le plus impressionnant, le plus dominant de l'histoire du cyclisme. Regardez le palmarès dans cette année-là, il y a du solide. Tour de France, Tour d'Italie, il te rajoute là-dessus 4 classiques parce que il aime déconner. Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne, le Tour du Lombardie. Et peut-être son exploit le plus conséquent et le plus redoutable à l'époque, il avait battu, c'était du côté de Mexico, le record du monde de l'heure. En gros, tu tournes sur un vélodrome pendant 1 heure et on calcule combien tu as parcouru. Il avait fait 49,43 km, qui vous donne donc une moyenne horaire de 49,431 km/h, ce qui est quand même assez solide, à peu de choses près. Il se fait flasher en ville, le con. Voilà, du coup, grand monsieur du cyclisme, il ira chercher un 5e Tour de France
à son palmarès pour égaler à l'époque Jacques Anquetil. Il sera rejoint par Bernard Hinault, Miguel Indurain et par un certain Américain qui a disparu depuis des radars, Lance Armstrong. Donc voilà, grand monsieur du cyclisme. On a pas mal parlé de lui sur le Tour de France cette année, il était unique détenteur et maintenant égalé par Cavendish du nombre de victoires sur le Tour de France, à savoir 34 victoires d'étape, ce qui est juste monstrueux. Alors je crois qu'au niveau des événements, on a plus ou moins fait le tour. Non, même pas, autant pour moi, my bad. On parlait de Bernard Hinault, voilà, première victoire sur les Champs-Élysées pour le blaireau, c'est son surnom. Peut-être moins classieux que le cannibale, à vous de juger dans les commentaires. Blaireau, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Je saurais pas vous dire d'où vient le surnom, mais le blaireau, il y a mieux. Il y a clairement mieux. Voilà, champion de France la même année, Tour d'Espagne. Il faut savoir que des cyclistes qui font le doublé, qui font le Tour de France plus un autre grand tour, c'est toujours assez solide et toujours assez impressionnant parce que d'ordinaire, le Tour d'Italie, c'est mois de mai, Tour de France, c'est mois de juillet, Tour d'Espagne, c'est plus fin août, début septembre. Donc c'est deux grands tours de 3 semaines qui s'enchaînent. C'est à peu près 80 heures de course à chaque fois, un petit peu plus à l'époque. Donc ça demande quand même des efforts assez conséquents. On passe à la catégorie anniversaire. Vous connaissez mon amour pour célébrer les anciennes gloires. Nick Gallis, potentiellement un des meilleurs, sinon le meilleur joueur avec Oscar Schmidt, à n'avoir jamais foulé les parquets de NBA, qui a fait sa carrière en Grèce. Il faut savoir que Nick Gallis, même s'il a un nom qui sonne, enfin Nikos Gallis, même s'il a un nom qui sonne entièrement grec, il est né dans le New Jersey aux États-Unis. Il a fait son parcours universitaire chez nos amis américains. Il a été drafté en NBA, sauf qu'il a été clairement négligé par son agent de l'époque, même s'il avait un beau potentiel, bien qu'il jouait dans une petite université, parce que son agent de l'époque était juste le producteur d'une des plus grandes stars musicales de l'époque, Diana Ross, qui cartonnait avec des tubes disco et un petit peu aux sonorités un peu funky. Et donc son agent se focalise à ce moment-là plus sur la carrière de Diana Ross, qui va sortir son plus grand tube, Upside Down, en négligeant clairement le jeune américano-grec, qui sera drafté seulement en 68e par la franchise de Boston, choisi à l'époque par l'entraîneur mythique de Boston, Red Auerbach, qui avouera avec du recul que la pire décision qu'il ait fait dans sa carrière, c'est de ne pas laisser une chance à Nick Gallis, puisqu'il sera très vite lâché par les Celtics. Il décidera d'aller dans ses origines, retourner en Grèce. Il aura une carrière tout simplement monstrueuse avec le Panathinaikos. Il s'imposera comme un des joueurs majeurs du football, du basket européen. Il sera champion d'Europe avec la sélection grecque en 1987. C'est seulement le 6e joueur all-time à avoir été élu au Hall of Fame, j'allais dire Hall of Fame NBA, Basketball Hall of Fame, mais qui a une très grosse connotation basketball américain. Ça a été seulement le 6e joueur à intégrer cette reconnaissance ultime, ce temple de la renommée, sans avoir joué en NBA. Donc gros respect à Nick Gallis, très très grand joueur s'il en est. Je suis obligé, vous avez vu, je le remets là, le maillot derrière. Et normalement, j'en ai un qui devait être présent dans le chat, mais qui visiblement n'est pas là. Daffy, que j'embrasse évidemment, pour qui Gary Payton est son idole absolue. Gary Payton, 53 ans aujourd'hui, meneur iconique des Seattle Supersonics, moins bon que Daffy, voilà. Savoir que Ibarus, Daffy et moi, on jouait à NBA 2K ensemble, et Daffy a joué meneur pendant une bonne partie de sa carrière vidéoludique pour rendre hommage à l'ami Gary. Surnom assez classe, The Glove, en français Le Gant, puisqu'on disait que quand il défendait sur les meneurs adverses, il tenait ses adversaires dans les mains, dans sa main, tel un gant qui tient fermement les objets dans sa pogne. Meneur iconique de Seattle, grand trash talker. C'est lui qui a notamment inspiré la chaîne puis le site Trash Talk, du moins dans son influence. Trash Talker Ultime, il paraît qu'il cassait, j'allais dire vulgairement, il cassait les roubignoles à tout le monde, y compris ses coéquipiers. Certains de ses coéquipiers ont dit qu'ils étaient tellement saoulés par Gary Payton sur le terrain, tellement il aboyait
et ils beuglaient sur le terrain qu'ils avaient qu'une envie, c'était de se foutre dans une bibliothèque au calme après les matchs. Il paraît que même quand tu croisais certains coéquipiers ou adversaires dans les centres commerciaux ou sur des trucs qui avaient rien à voir avec le basket, ils n'hésitaient pas à remettre une petite couche pour enfoncer les adversaires. À Seattle, il passera très très près du titre. Il ira en finale NBA contre 1996 contre les Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. Il passera très très près, ils perdront la série 4-2. Il opposera une très très belle résistance à Michael Jordan, même si bon bah t'arrêtes pas Michael Jordan comme ça, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à défendre, quoi, on va pas se mentir, hein, c'est assez solide. Finalement, il finira par quitter Seattle à la fin des années 90, début des années 2000, même plutôt début des années 2000. Il dira à ses coéquipiers de Seattle, très clairement dans le texte, allez vous faire, j'irai chercher un titre sans vous parce que vous le méritez pas. Il va finir par rejoindre en 2004 potentiellement le quatuor le plus fou de l'histoire. Ce sera du côté des Lakers de Los Angeles. Il sera associé à Karl Malone, un des 3 plus grands alliés forts de l'histoire. Il y a 2 noms que vous connaissez peut-être plus, puisqu'on parle de Shaquille O'Neal, pivot le plus dominant du monde à l'époque, et un arrière qui était non moins talentueux, du nom de Kobe Bryant. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là. Quatuor qui semblait imbattable sur le papier, qui finira par se vautrer en finale face à Détroit, face aux Pistons. À la suite de cette défaite, le quatuor explosera. Gary Payton finira par bourlinguer un petit peu en fin de carrière, atterrir du côté de Miami, où il va s'associer au Shaq, qui aura lui aussi été transféré du côté de Miami en 2005, et un jeune joueur lui aussi très très talentueux, arrière aussi, Dwayne Wade, et il finira sa carrière sur un titre de champion NBA ardemment mérité, et où il aura un rôle en sortie de banc qui est tout sauf négligeable. Donc grosse mention pour Gary Payton qui aura été chercher sa bague. On peut là-dessus rajouter 2 titres de champion olympique en 1996 du côté d'Atlanta, avec ce qui était appelé à l'époque la Dream Team 3, faisant évidemment suite à la Dream Team de 92 avec Michael Jordan, Charles Barkley, on en a parlé la semaine dernière, ou la semaine dernière ou il y a 15 jours, la semaine dernière, pour l'occasion de la sortie de Space Jam, et la Dream Team 2 qui aura été championne du monde en 1994. Pourquoi longévité folle? Puisque bah, vous le voyez, hein, les stats, les hommes mentent pas les chiffres. 1362 matchs de carrière joués, seulement 27 loupés. Il était aussi tenace vis-à-vis des blessures que tenace sur le terrain. Rebondeur assez fou. Pas un gros shooter, mais une qualité de jeu à l'intérieur assez folle pour un joueur de son gabarit. Défenseur hors pair, je reprends ma stat, 9 fois élu dans la meilleure 5 défensifs en NBA. Il sera élu meilleur défenseur de la NBA en 1996, ce qui fait de lui le seul meneur à avoir eu cette distinction. Joueur tout simplement assez fou, Hall of Famer depuis 2013, vous voyez aussi bien que moi. Donc obligé de signaler Gary Payton, grand joueur, grand homme. Maintenant, profite gentiment de sa retraite. On passe du côté français, on est en plein dans les JO, on peut forcément le mentionner. Athlète que j'adorais tout particulièrement quand je n'étais qu'un jeune bambin, Stéphane Diagana, 2 fois champion du monde, une fois en 400 haies en 97 du côté d'Athènes. Il sera vice-champion du monde en 99 du côté de Séville. Membre du relais 4x400 qui sera champion du monde à Paris en 2003. Initialement, ils avaient fini deuxième, mais dans le 4x4 américain, il y a eu 1 ou 2 cas de dopage, je crois. Du coup, ben, a posteriori, en 2005, ils se verront attribuer la médaille d'or. Leslie John et Norman Keita, je crois. Un quatuor assez solide. Stéphane Diagana, qui depuis officie notamment, qui a été de commentateur pour la partie athlée sur France Télévisions. Recordman de France du 400 mètres, c'est recordman d'Europe. Un grand monsieur de l'athlète française. Et un grand monsieur de sa génération. Là, on va parler sur les noms qui sentent bon le foot des années 90, qui sentent les premières sessions de FIFA 2000 et de PES. À l'époque, ça s'appelait encore ISS. Giovanni Elbert,
attaquant assez fou au niveau de la Bundesliga, au niveau du Bayern de Munich en 99, une Ligue des Champions en 2001 acquise au tir au but face à Valence, membre du Bayern qui va s'effondrer en 99 à Manchester, fameux match, le miracle du Camp Nou, où le Bayern menait depuis la 6e minute face à Manchester, tout semblait plié, et ils se prennent 2 buts à la 91e et à la 93e, des buts de Teddy Sheringham et Ole Gunnar Solskjaer, qui va crucifier les espoirs allemands. Voilà, grand joueur. On l'a tendance à l'oublier, mais il a fait partie des jeunes années de l'OL dominant au niveau du championnat de France, de 2003-2005. Il fera une bonne première saison et une deuxième bien plus compliquée où il va se blesser, il va s'embrouiller avec le staff médical à Lyon sur les méthodes de soins, sur la manière de traiter sa blessure. Il finira par repartir du côté du Brésil. Voilà, un joueur que j'appréciais tout particulièrement pour son passage au Bayern. Là, pareil, on reste dans les athlètes assez fous et assez forts des années 2000. Maurice Green, un grand monsieur du sprint américain, un palmarès long comme le bras, le pitbull ou Mo, tout simplement. Rien à voir avec le Mo des Simpsons, hein. Mo beaucoup plus talentueux. 2 fois champion olympique à Sydney sur 100 et 4 fois 100. Bah, vous voyez son palmarès, hein, 5 fois champion du monde. Sur 100 mètres, il a incarné pendant 6-7 ans la domination du sprint absolu. Pour moi, peut-être le visage du sprint américain du début de siècle. Il symbolisait vraiment les sprinteurs un peu arrogants qui avaient tendance à toiser un peu leurs adversaires sur la ligne de départ, rouler un peu des muscles. Ça contrastera avec l'arrivée du Shane Bolt qui apportait beaucoup plus j'allais dire, de dérision et de relâchement à l'approche du starter. Voilà, grand monsieur. À savoir, malheureusement, j'aimerais ne pas vous dire cette stat, mais on est obligé. Il fait partie à l'heure actuelle sur les 10 meilleurs sprinteurs, du moins les 10 meilleurs sprinteurs sur 100 mètres de l'histoire. C'est un des 3 seuls à ne jamais avoir été soupçonné pour dopage. Je crois qu'il y a Nesta Carter et évidemment Shane Bolt qui n'ont pas été pris par la patrouille, du moins qui n'ont jamais été soupçonnés de quelconque pratique illicite. Voilà, Maurice Green, sprinter que j'adorais tout particulièrement avec Ato Boldon, Marion Jones, Obidele Thompson, symbole un petit peu d'une époque que j'aimais bien, avec un logo de Team USA que j'adorais tout particulièrement. On va retourner sur les parquets brièvement. Gerald Wallace qui fait ses 39 ans aujourd'hui, loin d'être le joueur le plus talentueux, alors non pas qu'il était mauvais, hein. De toute façon quand tu arrives en NBA t'es rarement une buse, loin d'être le meilleur joueur, un ailier relativement correct, symbole d'une équipe un petit peu de loser, les Bobcats de Charlotte, équipe petit ange parti trop tôt puisqu'ils ont été créés en 2002, en bout de 10 ou 12 saisons je crois, All-Star en 2010, joueur que j'aimais bien, assez athlétique, assez bon dunker, et joueur relativement propre. Aaron Purcell, alors, je m'excuse, je prends mes notes parce qu'il a un palmarès qui tient sur du A3 et encore faut mettre des petites notes. Vous le voyez, hein, le meilleur à le dire. Il a battu 16 records du monde. Son record qui date de 2009 est toujours d'actualité. Vous le voyez, 1 minute 51 et 92 centièmes sur 200 mètres. 5 fois champion olympique. Alors je prends mes stats, évidemment. Le 100 mètres au dos en 2004-2008, le 200 mètres au dos en 2004, le relais 4 x 100, 4 nages. Je vous laisse deviner quel nage il a pris. Spoiler, c'est le dos en 2004 et 2008. 10 fois champion du monde sur grand bassin. C'est pareil, hein, sur le 100, le 200, le relais 4 x 100. Du petit bassin aussi pour fignoler tout ça. Grand spécialiste, grand nageur de son époque. Voilà, qui fait partie des noms un petit peu ronflants du début du siècle avec de la natation américaine avec Ryan Lochte, Michael Phelps, entre autres. On en a parlé tout à l'heure, Axel, le Toups, Axel Toupane, arrière slash ailier de l'équipe de France notamment, tout juste champion NBA avec les Milwaukee Bucks, même s'il n'a pas eu un temps de jeu foufou pendant les playoffs, toujours est-il qu'il a sa bague de champion NBA. Voilà, donc médaille de bronze aussi au championnat du monde en 2019.
On en a parlé avec l'équipe de France qui avait battu Team USA entre autres. On est obligé d'en parler, ça fait partie des joueurs majeurs du basketball français à l'heure actuelle. Thomas Ramos, je parle rarement de rugby, c'est pas le sport que je suis le plus, mais c'est un nom que je connais tout petit peu. Arrière de son état, demi d'ouverture, qui évolue du côté du stade toulousain. Meilleur joueur de Pro D2 2016-2017 du côté de Coulommiers où il avait été prêté. 2 fois champion de France avec le stade, champion d'Europe cette année. Joueur assez important qui tend à gagner un petit peu de place en équipe de France. Je crois qu'il avait loupé de mémoire le rassemblement de la Coupe du Monde sur un problème de blessure au dernier moment, mais je suis pas sûr de ce que j'avance. Et là, bon, bah, quelqu'un pour qui l'anniversaire est assez douloureux, DeAndre Ayton, pivot de l'équipe des Suns de Phoenix, premier choix de la draft en 2018, qui s'impose à l'heure où on parle comme un pivot dominant, très intéressant dans son approche. Une finale NBA perdue il y a quelques jours contre Milwaukee. Il nous a fait une Luke Show, c'est-à-dire qu'il fait son anniversaire juste après une grosse défaite. Et je pense que la suite s'annonce belle et radieuse pour Dede Ayton. Voilà le petit résumé, on va dire. On va passer au sujet de la semaine. Si vous êtes arrivé ici grâce aux réseaux sociaux, vous le savez, on va parler d'un des athlètes majeurs en cette période olympique, de la fin du XXe siècle, début du XXIe. On va parler d'un grand monsieur du demi-fond. On va parler d'Hicham El Guerrouj. Alors, Hicham El Guerrouj, né en 1974 du côté de Berkane, alors du Berkane, pardon. Berkane, regardez, j'ai même essayé de vous faire un petit street view pour voir un petit peu où on est. Donc, on est clairement au nord-est du Maroc. Voilà, pour vous situer, bon, on a l'Espagne là, on a la France un petit peu au-dessus. On est très clairement quasiment à la frontière maroco-algérienne. Alors pour ceux qui voudraient visiter peut-être Berkane, alors c'est pas Street View V, donc on va pas pouvoir faire un petit tour de rue. Est-ce qu'on a petite image? Bah pas du tout. Coup dur pour le joueur français. Pourtant, je vais pas vous mentir, hier j'ai regardé un petit peu pour essayer de vous pitcher ça et faire un truc assez propre. Je sais pas, voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'on l'ait plus. Est-ce que c'est peut-être cette image-là? Voilà. Bon, il y a des jardins assez propres, hein. Alors je sais pas, je ne connais pas toutes les significations, mais paysage assez désertique. En même temps, c'est la région qui veut ça aussi, pardon. Voilà. Donc c'est ici que grandit Hicham El Guerrouj. Petit, il va se passionner pour 2 sports relativement différents. Le foot, comme beaucoup d'enfants de son âge, et l'athlé, où il va découvrir ça en faisant des crosses, un petit peu comme nous, hein, on courait à l'école. Ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche pour certains. Et très rapidement, à 14 ans, il va, voilà, donc Berkane, il va découvrir l'athlé, il va rejoindre à 14 ans l'Institut national d'athlétisme à Rabat. Voilà, ça c'est Hicham, le petit Hicham, hein, Hicham Junior. Première compétition majeure qu'il va faire, ce sera les. Alors attendez, autant pour moi, vous ne l'avez pas à l'écran. Je m'en excuse évidemment, voilà. Voilà, c'est mieux si je vous mets les bonnes images, parce que sinon vous allez gueuler. À juste titre. Donc voilà, le petit Hicham El Guerrouj, il va se révéler au championnat du monde junior en 1992, du haut de ses 18 ans, sur 5000 mètres, ce qui semble se dessiner, se prédestiner au demi-fond. Il finira troisième pour sa première compétition vraiment majeure, ce qui est un peu plus solide, on va pas se mentir. Derrière Haile Gebrselassie. Alors Haile Gebrselassie, c'est peut-être le plus grand nom du fond mondial. 4 fois champion du monde, double champion olympique, des records du monde sur 5000 mètres, sur 10 000 mètres. Il aura battu le record du monde, sur marathon. Merci Boubou. Merci Boubou. Merci de nous rejoindre. Voilà, donc un grand monsieur du fond éthiopien et fond mondial. Haile Gebrselassie. Ismaël Kirui qui finira deuxième derrière lui. Pareil, double champion du monde du senior du 5000 mètres sur 5000 mètres, donc en 93 et 95.
Donc des grands, grands noms qui sont devant lui et déjà à 18 ans, il montre des prédispositions pour une belle carrière. Il faut savoir qu'à l'époque, il semble du moins se prédestiner vers le 1500 mètres, discipline qui est dominée à l'époque par un Algérien qui s'appelait Nourdine Morselli, qui va être son premier véritable rival. On voit la révélation. Donc, première grande compétition, il fait les Mondiaux Indoor à Barcelone. Il devient champion du monde en salle sur Barcelone. Il fait une belle deuxième place sur 1500 mètres au championnat du monde à Göteborg en plein air. Nourdine Morselli, qui est imbattable à l'époque, je reprends mes stats, il a vaincu l'Algérien depuis 1992 sur cette distance. Il est triple champion du monde, il est élu athlète de l'année en 94. Donc, Hicham El Guerrouj qui finit deuxième, on le voit au second plan de l'image. Très clairement, il s'impose comme un athlète à suivre, et potentiellement comme la relève d'un Nourdine Morselli qui est un poil plus vieux que lui. Donc, on se dit qu'à terme, l'un va être un petit peu en forme déclinante, ce sera Morselli. Si Hicham El Guerrouj poursuit sur sa bonne lancée, on peut avoir un duel entre deux pays voisins et deux athlètes fondamentalement différents, un duel de très très haute volée, et on se dit que ce duel-là arrivera tôt ou tard, mais l'hypothèse la plus probable, c'est que ce duel-là ait lieu à Atlanta, aux Jeux Olympiques, sur la plus belle scène et la plus grosse scène du sport mondial, du moins de l'athlétisme. En 96, je vous le mets, hein, il arrive chaud comme Jaja. Il fait 5 meetings sur 1500, 5 victoires. Il abaisse son record, il descend sous les 3,30 pour la première fois de sa carrière. Au JO d'Atlanta, donc il confirme son statut de challenger numéro 1 pour détrôner Morselli. En série, il tourne en 3,37 sans forcer. En demi, pareil, sans se mettre dans le jus. Et du coup, Morselli fait son parcours lui aussi. Les deux arrivent sur ce climax tant attendu. Et la scène se passera le 3 août 96 dans ce stade. Alors, j'ai pas le stade plein, mais le stade du centenaire qui était le stade olympique du centenaire à Atlanta. Les deux vont faire leur finale très, très proprement. Ils vont assurer le tempo. Jusqu'à l'amorce du dernier tour, je vous le mets, les deux se suivent vraiment chacun. Morselli devant Elguerouge pour être précis. Elguerouge va tenter de passer devant l'Algérien. Morselli cherche à montrer un peu qui est le papa et à bloquer Elguerouge, donc il accélère un peu le tempo. Elguerouge sent que côte à côte, il va prendre l'extérieur, donc il va parcourir plus de distance dans le prochain virage et laisser plus d'influx nerveux et plus d'énergie. Donc il se résout à repasser derrière Morselli. Il fait limite ce qu'on appellerait dans le jargon automobile une belle petite queue de poisson à Fermin Cacho, l'Espagnol, qui du coup passe troisième. Et ce qui va arriver est un moment fort du sport, puisque vous le voyez sur cette image, à terre, on a Hicham El Guerrouj qui va toucher le talon de Morselli, qui va se déséquilibrer, qui va, bah, qui va voir ses espoirs de rêve olympique tomber en une fraction de seconde, en même temps que lui tombe. Il va taper le talon de Morselli. Morselli va réussir à rester debout sans laisser d'influx nerveux, sans tomber tout simplement. On voit sur l'image Morselli au premier plan qui est légèrement déséquilibré, qui tourne un peu la tête en même temps pour voir qui vient de tomber. Rapidement, il va comprendre que c'est son rival numéro 1 qui vient de se viander propre et net. Derrière, tout le monde essaye d'esquiver un peu le corps de Guérouche qui tombe, qui est en plein milieu du chemin. On voit Fermin Cacho derrière qui tend les bras pour essayer de se rééquilibrer un peu comme il peut. Tout le monde va esquiver. El Guérouche va se relever très rapidement, mais la meute est déjà passée. On est dans le dernier tour. C'était l'emballage final. El Guérouche finira 12e, dernier de cette finale. Nourdine Morselli va aller chercher son premier titre olympique en 96 donc. Et El Guérouche c'est un rendez-vous qui est clairement manqué alors que tout laissait présumer d'une médaille d'argent au moins, si ce n'est mieux. Là-dessus, El Guerrouche ne se laisse pas compter. Il va rebondir très rapidement. Euh, Très clairement, Morselli commence à montrer des premiers signes de fatigue. Et à côté de ça, lui, El Guerrouche s'est mis en tête. On se revoit dans 4 ans à Sydney. Et là, ce coup-ci, il n'y aura pas de couac.
El Guerrouj, il commence l'année en 97 en battant les records du monde. Il va battre son propre record du monde pour la déconne. Il va aller chercher un premier titre de champion du monde sur 1500 du côté de d'Athènes pardon, en 97. Il aurait été cherché juste avant les championnats du monde en salle, je ne sais plus où c'était, je ne vais pas vous mentir. En 98, il n'y a pas de grosse compétition internationale, mais il écrase tous les meetings. Et très clairement, il a le couteau entre les dents, il laisse très peu de courses à la concurrence. En 99, on se retrouve au championnat du monde, ce coup-ci du côté de Séville, en Andalousie, pas loin de chez lui. Bon bah pareil, hein, pas le temps de niaiser. Encore un titre. Pour l'instant, il a abandonné le 5000 mètres qu'il a fait quand il était junior. Il se concentre vraiment que sur le 1500 mètres. Et très clairement, on passe au nouveau millénaire avec un Hicham El Guerrouj au sommet de son art, au sommet de sa discipline, et prêt à en découdre au mois d'août, fin août, début septembre en 2000, du côté de Sydney, pour aller chercher son titre. En 2000, il va décider une approche différente. Il va faire que 7 courses avant les Jeux Olympiques, avant le rendez-vous du troisième trimestre, pour limiter les risques, pour éviter de laisser des forces. Il est conscient de son talent, il est conscient de sa force. Il fait une grosse préparation en altitude pour s'habituer, pour avoir. On sait qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'entraînent en haute altitude pour améliorer leur capacité respiratoire. C'est par exemple le cas des sportifs français qui s'entraînent dans les Pyrénées du côté de Font-Romeu. Il met son corps à l'épreuve sans forcément se mesurer à la concurrence, de toute façon il le sait. À chaque fois qu'il s'aligne, bah vous le voyez, hein, il fait 7 courses, il en gagne 7. Il arrive, il est chaud comme un ballon, il est prêt à tout détruire. Il arrive à Sydney, bon bah les 2 premiers tours c'est une formalité. À chaque fois, il se met pas dedans, il force pas son talent, il assure la première place, il cherche pas à battre un record du monde. Il faut savoir qu'en athlétisme, autant sur les meetings habituels, on va chercher à faire de la grosse performance, on va chercher à aller faire un gros temps. Autant quand on arrive sur la scène principale, que ce soit les championnats du monde ou les Jeux Olympiques, bah, le but c'est pas de battre un record du monde, si c'est possible, autant le faire. Mais l'idée principale, c'est d'aller chercher la médaille d'or plus que jamais. Donc là, pareil, il va pas s'épuiser, il veut garder des forces pour la finale. Ce coup-ci, il est au sommet de sa discipline, il est le favori numéro un. Nourdine Morselli va échouer en demi-finale, donc son rival principal se fait sortir en demi. Il n'y aura pas la revanche tant attendue entre El Guerrouj et Morselli. Par contre, il y a 2 Kenyans qui ont pris la relève. Ils s'appellent Noah Ngeni et Bernard Lagatte. Et on va voir que les deux vont poser une farouche résistance. Voilà, pareil, petite photo du stade olympique de Sydney. On est le vendredi 29 septembre 2000. Et là, par contre, il y a un schéma de course sur les premiers tours qui va être tout sauf favorable à El Guerrouj. C'est que le rythme de la finale est très lent. Il n'y a personne qui prend vraiment la course à son compte. On sait que souvent, l'organisation d'une course de demi-fond, notamment le 1500 mètres, mais aussi le 3000 ou le 5000, c'est que les favoris vont pas forcément mener le tempo. Il y a des lièvres qui sont voués à ce but-là. Un lièvre, qu'est-ce que c'est? C'est un lieutenant, entre guillemets, du favori. C'est souvent un coureur soit du même club, soit du même pays. Quelqu'un qui va être chargé de corser le rythme sur les premiers tours, sacrifier ses chances personnelles de médaille ou de victoire, mais qui va courir pour écrémer la concurrence pour que son coéquipier et son favori puissent aller tirer les marrons du feu dans le dernier tour et aller chercher la victoire. El Guerrouj, d'habitude, il a des lièvres qui lui, entre guillemets, pas qui lui mâchent le boulot, mais qui font un rythme très soutenu d'entrée, ce qui fait bah, que très rapidement la concurrence est mise dans le rouge et lui peut suivre le rythme. Sauf que là, dans la finale, le scénario ne se passe pas comme prévu. On est au 1000 mètres, on a déjà fait les 2 tiers du parcours et tout le monde est regroupé, il n'y a pas d'écrémage qui a été fait. Du coup, El Guerrouj, il se retrouve dans une situation qu'il n'a pas l'habitude, c'est que très clairement, c'est à lui de faire l'effort. C'est à lui d'aller corser le tempo, mais ce faisant, bah, il pioche dans son énergie un poil plus tôt que prévu. Du coup, on se retrouve avec 3 athlètes qui vraiment suivent le tempo. On a les 2 Kenyans, on a Noah Ngeni et Bernard Lagatte. On a également un Français, Mehdi Bahala, qu'on a connu après avec des succès sur la scène européenne, avec le maillot tricolore.
On a vraiment ces 3 athlètes-là qui lui emboîtent le pas jusque dans le dernier tour et on s'aperçoit que, ben, Lagat et Bahala sont un poil en retrait, mais Noah N'Guéni, il est pas du tout décroché par l'accélération d'Aiguille Rouge et on se dit que soudain, on revoit des démons du passé et El Guérouge, il est plus aussi dominant que ce qu'il avait pu faire sur tous les meetings qu'il y a eu entre 96 et 2000. Et là, ce qui va se passer à Riva, c'est qu'on arrive dans la dernière ligne droite. Hicham El Guérouge va tenter de faire la différence, sauf qu'il se fait poutrer dans les grandes largeurs en vitesse par Noah N'Guéni, qui va, vous voyez sur la photo, hein, va lever les bras bien avant lui. El Guérouge, décontenancé par le fait de s'être fait déposer par N'Guéni, va réussir à sauver une deuxième place devant le numéro 23-84, Bernard Lagat. On voit Mehdi Bahala à l'arrière-plan avec le maillot bleu. El Guérouge, au sommet de son art, quasiment invaincu depuis 4 ans, depuis sa chute à Atlanta, s'effondre une deuxième fois. Et soudain, on s'aperçoit que ben, il y a un blocage, il y a quelque chose qui va pas. Il gagne tout sauf la course qu'il veut gagner. Le problème, c'est que ça, c'est pas comme un meeting où tu peux dire, bah, au pire, si je gagne pas cette année, je gagne l'année prochaine. Très clairement, il laisse passer sa deuxième chance. Il a que 26 ans, mais on se dit que des échéances olympiques, il n'y en a plus tant que ça derrière lui à son prime. Et le dernier rendez-vous qu'il aura, ce sera du côté des JO d'Athènes en 2004. Mais pour ça, le chemin est assez clair. Il la vit, sa dernière chance, il la vise très clairement. Et vous le voyez, de 2001 à 2003, il va perdre une seule course. Très clairement. 2001, il est invaincu, il est champion du monde du côté d'Edmonton, il est élu athlète masculin de l'année. En 2002, tout ce qu'il fait, il le gagne. Le mec a pas le temps. En 2003, il va chercher encore un titre du côté du Stade de France à Saint-Denis. Et il revient, il se donne une deuxième chance de médaille olympique. Il tente le pari de s'aligner sur le 5000 mètres. La dernière fois qu'il l'a couru en compétition, bah, vous le voyez, on revient dans le passé, c'était le championnat du monde de junior où il avait fini troisième. Il va perdre la course, mais sur une distance sur laquelle il n'a pas de repère. Il va finir médaille d'argent derrière Eliud Kipchoge, Kenyan de son état. C'est sa première défaite en compétition depuis les JO de Sydney. Officiellement, il est toujours invaincu sur sa distance, le 1500 mètres. Mais voilà, il le dira lui-même, c'est une défaite clairement encourageante puisqu'il perd, ça le recadre un petit peu, mais en même temps, il va chercher un temps et une place plus qu'honorable pour quelqu'un qui n'avait pas d'entraînement. Et il s'aperçoit que le 1500 mètres pardon, peut être une option, un plan B si jamais le 1500 mètres se passait mal du côté d'Athènes. En 2004, il vit une préparation, alors autant en 2000 et en 96, il avait tout écrasé sur son passage. 2004, vous le voyez, il avait fait 29 victoires consécutives sur 1500 mètres, il va perdre à Rome. Il va connaître sa première défaite, en plus de ça, il a des gros problèmes respiratoires, où très clairement, à quelques semaines des Jeux Olympiques, il est en train de très simplement considérer le fait d'arrêter et de tout plaquer à l'approche des JO d'Athènes, il ne se sent pas prêt. Et là, à ce moment-là, il va battre la meilleure perf de l'année, donc il va faire le meilleur temps, tout athlète confondu sur cette année civile 2004. Il battra pas le record du monde, mais il retourne en 3,29, ce qui lui donne beaucoup de confiance. Avant les JO, il va reperdre encore une course contre Bernard Lagat, qui a pris la place de Noah N'Guéni en tant que numéro 1 kényan. On arrive aux JO d'Athènes, et là, bis repetita, les séries, ça va, les demi-finales, ça va. 96, on avait eu Morcelli et le Rouge. En 2000, on avait eu N'Guéni et le Rouge. Et là, 2004, c'est très clairement le duel tant attendu entre Lagat et El Rouge. Mehdi Bala, qui était censé s'imposer en tant que troisième force du plateau, passe très clairement à côté de sa compétition. Il se fait sortir en série. Je crois qu'il a chuté de mémoire, ou il a eu une grosse fringale. Bref, pas du tout dans le tempo. On arrive, regardez-moi ce stade d'Athènes, comment il était joli. On est le 24 août 2004, et là, El Rouge le sait, il le sent. Il savait en 2000 que 2004 serait potentiellement sa dernière chance. Les problèmes respiratoires et la baisse de forme qu'il a eu avant les JO le confirment. Ça devrait être sa dernière Olympiade. Et là, 2004, on retrouve le même pattern.
en début de finale, rythme de finale lent. Les Kenyans est clairement gêné El Guerrouj dans son tempo habituel, qui lui peut pas mener le rythme à sa main. El Guerrouj décide de refaire le même coup qu'à Sydney. Il va reprendre les choses en main au 1000 mètres. Ils sont que deux à suivre le tempo. Il y a Bernard Lagatte et le Portugais Rui Silva. Et on approche des 200 mètres, des 150 mètres, des 120 mètres. Et dans le dernier virage, Silva est légèrement en retrait en tant que troisième. Et on retrouve quasiment à peu de choses près le même schéma qu'en 2000. El Guerrouj qui est légèrement devant son poursuivant Kenyan, sauf que là, encore une fois, c'est plus Ngeni, c'est Bernard Lagatte. Lagatte va accélérer. Et on revoit quasiment image pour image, tu superposes les deux courses, tu revois le même schéma. El Guerrouj qui donne l'impression de piocher et le Kenyan qui le dépasse. Et on se dit que ce coup-ci, c'est baisé. Pardon l'expression, mais c'est foutu. Euh, El Guerrouj vient encore une fois, pour la troisième fois, de laisser passer sa chance. Sauf que ce coup-ci, il va chercher le second souffle, comme dans les films, comme dans les animés. Ce coup-ci, il le sait. Il a les 100 mètres les plus intenses de sa vie. Il va chercher un second souffle inespéré. Il voit Lagatte le passer, et c'est comme dans les Tex Avery, il va réactiver les jambes, il va remouliner Salle, et il va aller chercher le sprint de sa vie. Il va aller chercher son titre devant, devant Bernard Lagatte, devant Rui Silva, qui est tout sourire, content d'aller accrocher une troisième place derrière ces deux monstres sacrés. Et le Guerrouj l'a fait, c'est officiel, au bout de 8 ans de galère sur le plan olympique, il a son titre. Il a son titre. Et il y a une image qui est mythique dans l'histoire du sport, c'est cette image d'El Guerrouj prostré au sol, qui prie, qui remercie Allah de sa victoire. On a Bernard Lagatte, qui lui aussi est de confession musulmane, qui vient de prendre dans ses bras. Les deux passent un moment au sol à honorer leurs convictions. On a Rui Silva à côté qui vient saluer son adversaire. On a vraiment une mentalité sur les cours de fond et de demi-fond qui est tout bonnement monstrueuse et honorable dans l'approche. On a cette image d'El Guerrouj, voilà, qui est presque choqué d'avoir conjuré le mauvais sort. Et du coup, Hicham El Guerrouj l'a fait, il a son titre. Il finit de cimenter sa place parmi les plus grands athlètes de l'histoire. Sauf qu'entre-temps, il s'est décidé d'aller chercher une deuxième course. 4 jours plus tard, il se lance à la conquête d'un deuxième titre sur le 5000 mètres ce coup-ci. Il a plus ce poids de se dire est-ce qu'il aura un titre de champion olympique. Il court libéré comme Jaja. Il va aller chercher le 5000 mètres. Il va arriver en finale. Il va être opposé notamment au dossard 16 1657, pardon, Kenenisa Bekele, monstre sacré aussi du fond éthiopien. Il y aura un duel entre les deux. Il faut savoir que le doublé 1500-5000, bah vous le voyez sur l'image, il y a un seul athlète qui l'avait fait dans l'histoire, c'était Paavo Nurmi, finlandais, aux Jeux Olympiques de Paris en 1924, 80 ans auparavant, dans des circonstances différentes, avec du matériel, des tenues totalement différentes. Et à ce moment-là, El Guerrouj va aller chercher le deuxième titre. Voilà, ce doublé, il l'a rêvé, il l'a fait. Il va aller chercher. Voilà, on a cette image d'El Guerrouj, image pareille qui est restée, où il fait le signe à la caméra. Il les a eu, les deux. On voit à l'époque, au JO d'Athènes, les vainqueurs qui avaient la couronne de laurier, un petit peu comme à l'époque des premiers Jeux Olympiques, à l'époque antique. Donc El Guerrouj, fait du hasard, va arrêter sa carrière sur cette victoire sur 5000 mètres, puisqu'il va être gêné par des problèmes de santé en 2004, puis en 2005, et finalement en 2006, il arrête le tir. Euh, il arrête, il annonce officiellement sa retraite, il reviendra jamais sur sa décision. Et du coup, ben, il part sur les deux dernières courses, les deux dernières finales qu'il a courues, c'est 2 titres olympiques. Voilà, je voulais parler d'Hicham El Guerrouj parce que c'est un sportif majeur de ma génération, du moins en tant qu'enfant. Et c'est un sportif qui est aussi talentueux et aussi grandiose fut-il sur toute sa carrière, a longtemps eu des grosses contrariétés au niveau olympique. Donc je trouvais qu'à ce jour de début d'Olympiade, c'était le bon moment de parler de lui. Peut-être que certains d'entre vous le connaissaient. Voilà, je trouvais que c'était de bon ton de parler de lui. J'espère vous l'avoir fait découvrir
un grand champion. On va se quitter là-dessus, les amis. On a encore on a du beau programme. Ce soir, on a la reprise de la Bundesliga 2, on a la reprise de la Ligue 2 demain, avec pas mal d'équipes, à suivre gratuitement le multiplex sur l'équipe 21. On a évidemment les Jeux Olympiques qui vont commencer à battre leur plein. Alors, il y aura pas mal d'épreuves de nuit parce que les horaires sont pas extraordinaires. Pour ceux, pour ceux qui veulent voir du basket de haut niveau, je ne peux que vous conseiller d'être devant votre télé dimanche à 14h. L'équipe de France masculine affrontera Team USA dans un match qui s'annonce dantesque avec des stars de partout. Quoi qu'il arrive, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, une bonne fin de semaine, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, un bon courage pour ceux qui vont travailler ce week-end s'il y en a parmi vous qui travaillent. Quoi qu'il arrive, je vous donne rendez-vous lundi à 18h, même endroit, pour un petit débrief du week-end. Il y aura pas mal de choses à se dire. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end. Faites-vous plaisir. Ciao.